Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture et qui prend son envol en ces fêtes de fin d'année. On s'envole jusque dans l'au-delà avec Soul, dernier né des écuries Pixar, disponible sur Disney+ depuis le 25 décembre. Et pour parler de ce film aujourd'hui, je suis avec trois compères, avec Cédric. Comment ça va, Cédric? On parlait d'écurie, alors je me suis dit qu'il fallait faire un cheval, c'est pour ça. Ok, bah très bien. Ravi de voir que ton écurie se porte bien. L'écurie d'Ariane se porte-t-elle bien? Bah, l'écurie d'Ariane se porte très bien aussi. Fantastique. Et celle de Charlie? On voit très bien, beaucoup plus silencieuse que celle de Cédric, mais elle se porte bien. Taux de match, parfait. Bon, les amis, on est là pour parler de Soul. Je propose, vu que c'est un gros morceau, qu'on y aille tout de suite. Vous pouvez évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux, hyperlink_HPL sur Twitter, nous suivre sur YouTube, où vous pourrez retrouver nos différentes critiques, également sur Twitch pour retrouver nos streams, et pour réagir à nos critiques et nos contenus et nos aventures plus largement, ça se passe sur Discord. Soul, c'est parti pour la critique. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Soul donc, dernier film du studio Pixar, co-réalisé par Pete Docter et Kemp Powers. Cédric. Oui, tout à fait. Avant de rentrer plus en détail, comme d'habitude, je vais vous faire un petit pitch, juste vous dire où on est, où ça se situe. On est à New York et on suit la vie de Joe Gardner, donc un professeur de musique quadragénaire qui a vraiment une vie assez quelconque. Et il attend le jour où sa vie va vraiment changer. Il attend le jour où on va l'appeler pour enfin quitter l'école et devenir enfin un jazzman comme il en a toujours rêvé. Cette chance peut-être va réussir parce qu'il a réussi par un curieux mélange de chance et de hasard un test pour rejoindre un jazz band assez prestigieux dans son coin. Et donc il se laisse exploser de joie et il se rend pas compte d'une bouche d'égout qui va le faire tomber 6 pieds sous terre. Son âme donc est séparée de son corps, il est mort et il va faire connaissance avec un endroit qui s'appelle le You Seminar en fait. Alors, je ne me rappelle plus le nom français, je vous avoue, je crois que c'est le Qui suis-je en français. Et c'est une espèce de centre de formation pour les futures âmes en devenir, les âmes humaines, où on leur donne les personnalités, on leur donne un goût à la vie et ainsi de suite. Et on va alors lui confier la mission de devenir le mentor de 22, qui est une âme rebelle qui se refuse à trouver une raison de venir au monde en fait. Ça va être peut-être l'occasion pour Joe de trouver un ticket de retour via 22, parce que s'il arrive à lui donner sa flamme, il pourra prendre son ticket d'aller sur Terre, et peut-être qu'il va par là même essayer de comprendre qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains. Et donc c'est un film de studio Pixar, comme tu as dit, c'est le 23e film de studio Pixar. Merci Cédric pour ce résumé. Alors malgré une année 2020, qu'on laisse derrière nous, mais qui a quand même été pleine d'imprévus et de mauvaises nouvelles, on peut se réjouir quand même d'avoir eu droit à 2 films Pixar, même si Soul sort directement sur Disney+. Bon, c'est le retour de Pete Docter aux manœuvres. On rappelle qu'on lui doit Monstres et compagnie, qu'on lui doit vice versa. Est-ce que c'est un bon cru? On lui doit aussi là-haut, hein, d'ailleurs. Je vois lequel tu n'aimes pas des trois, c'est bien. Oui, effectivement. On en reparlera après l'émission. On en reparlera après. Bon, déjà juste un tout petit mot pour dire que ça me saoule que ça soit sur Disney+, et pas au cinéma, mais que peut-on y faire, hein, nous ne sommes que des petites gens. Effectivement, on est sur un bon Pixar, même un plutôt bon Pixar, avec pas mal de qualité. Déjà, bon, comme toujours, on va commencer par un truc assez clair avec Pixar, la claque visuelle. Chaque film, ils mettent un peu plus les potards à devant, et les sceptiques ou les hypocrites qui disent qu'il y a toujours mieux à côté. En termes de DA, peut-être, sur un point de vue, je pense, tout simplement technique et technologique, les mecs mettent encore une baffe à tout le monde. Là, il y a un travail sur les lumières, notamment sur les différents métaux, parce qu'on parle de jazz, il y avait tout ce qui était question de cuivre, et on le voit lors des petits moments d'orchestration, c'est magnifique. Les pigmentations de peau, on l'a pas dit, mais Joe Gardner, il est afro-américain, c'est le premier héros afro-américain dans un Pixar, et donc il y a énormément de carnations de peau noire, en plus de la sienne, il y a celle de ses proches, de ses voisins, de sa famille, des élèves, enfin bref, il y a eu un vrai travail de recherche qui se couple avec la lumière, et en plus de ça, dans le monde spirituel, les âmes, en fait, elles sont vaporées, et il y a un petit effet de 2D 3D qu'on pourra revenir un petit peu après, mais en gros, en plus de la 3D, on a dessiné de la 2D par-dessus pour justement enlever l'étape de contouring de base des ombres, et donc il y a un côté vapeur sans aucune retenue qui est juste magnifique. Et donc je parlais de la DA, je pense entre autres quelques-uns de nos membres qui vont me dire « Ah, Spider-Verse, la DA elle est magnifique ». Effectivement, mais là la DA elle est plus que somptueuse, hein, vraiment. Surtout le monde spirituel, le générique d'intro, c'est incroyable visuellement ce qu'ils ont fait, les palettes d'émotions par la simple image. Je vais pas spoiler, donc ça pèse toujours très conceptuel ce que je vais vous dire là, mais par exemple il y a une petite séquence en noir et blanc, ça dure, allez, 5 secondes, 6 secondes, magnifique, magnifique. Et je pense aussi aux Jerry, les gardiens du monde spirituel, dont on reparlera peut-être un petit peu, qui ont un effet l'alinéa, que j'aime beaucoup. Tout est le design d'une ligne, c'est magnifique. Mais avec une DA, c'est cool, mais sans voix, ça marche moins bien. Et là, les voix en VO sont vraiment quasiment sans faute. Jamie Foxx, il est en prof légèrement désabusé. C'est un rôle sur lequel on le voit pas trop, parce qu'en général, il essaie plutôt de jouer des mecs un peu sûrs de lui. Et là, il y a un côté vraiment cool qui s'en dégage. Bon, la mention vraiment spéciale, c'est quand même
même Tina Fey qui joue 22, la petite âme rebelle, qui pour l'anecdote a écrit la plupart de ses répliques, ce qui me semble pas incohérent avec le caractère de Tina Fey, et en fait ce qui donne vraiment toute la saveur du personnage, parce que elle a des réactions, si on connaît l'humour de Tina Fey et si on l'aime bien, bah ça marche. Alors après on peut reprocher que du coup ça peut légèrement nous sortir du film, parce que on reconnaît Tina Fey, et que l'une des forces d'un bon doublage, c'est qu'on reconnaisse pas forcément les acteurs qui sont derrière, mais c'est vraiment une question de goût et de pinaillage. Et petite mention spéciale à Richard Aoyade qui fait un des Jerry, et j'adore Richard Aoyade, donc je voulais le mentionner ici. Et enfin pour moi le dernier point qui m'a marqué, ça ne sera pas la musique, désolé Océane, je sais que tu kiffes Trent Reznor et Atticus Ross, et la musique est très bien, mais j'ai préféré vous parler juste de l'histoire tout simplement, qui est une histoire à la Pixar, en tout cas en apparence, et qui possède énormément de concepts forts, avec beaucoup de bonnes idées, une bonne dose d'humour pour aider à faire un peu se passer le tout, parce que en vrai sans humour ça serait extrêmement la déprime. On peut juste quand même féliciter, parce que ça n'a pas dû être facile, le travail. Donc déjà Powers qui est arrivé en tant Ariane me disait, pas stagiaire, mais il était là pour 3 mois, il était là en intérim, et il est resté finalement sur tout le projet, quitte à être co-scénariste et co-réalisateur. Et Docteur, il a dû faire un énorme effort, parce que la production de Soul a eu lieu pendant l'affaire John Lasseter, et donc en fait Pete Docter a dû prendre la relève de Lasseter à la tête de Pixar, et je pense que ça a dû être très compliqué pour lui de devoir gérer un projet artistique et en même temps tout un truc administratif avec d'autres projets à côté, donc bravo à lui, et bravo à eux en fait, tout simplement. Alors tu disais que ce film est le haut du panier de Pixar en apparence. Est-ce que ça veut dire que pour toi le film ne tiendrait pas toutes ses promesses ? Oui, il y a des choses qui marchent pas pour moi, il y a des choses qui me gênent. Je sais que je suis très minoritaire, que ce soit autour de notre table virtuelle ou même dans la presse ou dans les retours critiques en général, mais il y a des choses qui pour moi sont très dissonants avec ce m'avait habitué Pixar. Déjà bon, c'est peut-être un peu léger, j'ai un vrai problème avec le look de l'au-delà qui ressemble à un Apple Center avec les Jerry qui globalement ont un look de Finder, enfin faut l'avouer, et ça me semble très bizarre. Alors même si c'est rigolo et que visuellement, en fait, là, il faut vraiment faire une dissociation pour ceux qui nous écoutent entre ce que je vous ai dit plus haut, qui sont des vraies qualités. Même le look des Jerry, je l'aime bien, vraiment. Il est vraiment beau. Mais avec ce que je vais reprocher là, c'est que globalement, par exemple, je trouve ça bizarre de faire cette espèce d'amalgame que l'au-delà, et en tout cas ce qui va construire l'âme humaine, c'est un Apple Center, en fait. C'est une grosse machinerie. Ça avait déjà été traité dans d'autres Pixar, mais je trouve que c'était plus humain, plus chaleureux. Là, il y a quelque chose de très bizarrement froid. Ça marche pas trop, moi, je trouve. Mais bon, c'est vraiment là, chacun ses goûts. Ensuite, ce qui m'embête un peu plus, c'est que la suspension d'incrédulité, elle tombe plusieurs fois, parce que Pete Docter, il a quand même cette tendance que dans le truc positif, il a envie d'explorer ce qui fait les humains. Pourquoi on est sur Terre, pourquoi on a des émotions, qu'est-ce que ça fait de vieillir, qu'est-ce que c'est que d'avoir peur, voilà. C'est quelqu'un qui a un vrai attache au sensitif. Et du coup, il en met des fois, je trouve, un aspect purement narratif, et il y a beaucoup d'incohérences dans ce qu'il raconte, et qu'il met sur le côté, parce qu'il veut pas trop s'embarrasser de ça, parce que c'est pas ce que le film veut raconter. Alors moi, je veux bien être dans des films un peu symboliques et conceptuels, mais là, ça me perd vraiment, parce que, par exemple, sans rentrer trop dans des détails de spoil, peut-être qu'on y reviendra après, mais il n'y a pas spécialement de concept de coma dans ce film, et ça me semble problématique quand ton personnage est mort, mais que son corps est vivant, mais qu'on te dit qu'il est mort. Donc c'est très bizarre. Mais ce qui me pose en fait le vrai souci à moi-même, et c'est pas un souci en mode je suis énervé comme avec par exemple les Marvel ou certains blockbusters foirés ou quoi, ce qui me pose un souci mais qui me fait réfléchir, je l'ai vu il y a quelques jours maintenant et j'y pense tous les jours, c'est le thème du film que je trouve vraiment assez ethnocentré, et surtout dans la conclusion du film. Alors c'est compliqué là encore une fois, je pense, de vous parler de ça sans spoiler le film, donc on en reviendra peut-être en deuxième partie de critique après le retour de mes collègues, mais c'est pas la première fois que Pixar fait ça. Par exemple Toy Story, le rapport aux jouets, je pense que tout le monde n'a pas le même rapport aux jouets qu'un jeune américain des années 90-2000, mais il s'assumait en fait dans ça. Là, je trouve que c'est un peu caché par une vision qui est faussement humaniste et qui se veut faussement universelle, mais on en reviendra sûrement plus tard. Et la dernière chose qui m'embête, c'est qu'il y a un second thème dont quasiment personne ne parle quand je vois les critiques, parce que la plupart des gens parlent du thème principal qui est donc qui on est, d'où on vient et qu'est-ce que c'est que de vivre, mais il y a un second thème qui est en filigrane vraiment tout le côté du récit, c'est la fonction du mentor et la nécessité d'un leg dans la construction des individus, ce que je trouve est assez important et qui est mis en avant pendant une partie du film, puis mis sur le côté. Je souligne quand même l'effort d'avoir réussi à peu près rejoindre les deux thématiques dans la conclusion émotionnelle du personnage de Joe, en fait, où ils arrivent à peu près, même si le film ne le mettra pas en avant, je me dis ok, ils ont à peu près réussi à retomber sur leurs pattes, mais c'est dommage parce que je trouvais que c'était la partie la plus intéressante du film et c'est celle qui est la moins construite au final. Donc au final,
Sol, pour moi, c'est un bon Pixar. C'est même un très bon Pixar par moment. Avec une DA, comme j'ai dit, qui est fabuleuse, un super casting vocal en VO. La VF, je suis vraiment moins fan. J'ai pas de problème avec la VF. Je suis un vrai fan de VF en termes de doublage. Mais là, Omar Sy et Camille Cotin et Ramzy Bedia, ça le fait pas trop, j'ai envie de vous dire. Une BO qui est vraiment très bonne, même si j'en ai pas parlé dans ma critique, et qui résonne bien et qui fait un mélange entre les musiques d'Atticus Ross et de Trent Reznor et des morceaux de jazz un peu plus classiques, mais vraiment très bon. Le film, il est comme d'habitude une vraie leçon de mise en scène pour, je pense, à peu près tout le monde. Pourtant, la nouvelle œuvre de Pete Docter, elle parvient assez difficilement à me toucher et à m'atteindre personnellement. C'est un peu difficile, encore une fois, de poser des mots sur ce qui me gêne. Je vous dis, je réfléchis dessus depuis plusieurs jours et j'ai encore du mal à voir qu'est-ce qui m'embête dedans. Mais si j'essaye de résumer, je dirais en fait, le film, il tend l'illusion qu'il est porteur d'un message universel, alors qu'il l'est moins qu'en fait la plupart des films du studio. Il met en avant une réflexion et les mots qui peuvent l'accompagner, qui sont propres à une société ou à des individus, c'est pas forcément lié à la société en général, qui n'ont pas un vrai besoin vital de survivre, en fait, dans le sens que, c'est des réflexions qu'on a quand on a un toit sous la tête et quand on n'a pas faim, je pense, ce genre de réflexion-là. Et Sol, je trouve, en vient à perdre, en fait, justement, la vision qu'il essaye d'amener, où tout le monde ne peut pas rentrer dedans, en fait, vraiment, selon moi. Et c'est dommage, parce que le film, il a des vrais moments de grâce, comme une séance chez le coiffeur que je trouve absolument parfaite, où la mise en scène est très simple et elle est très claire et elle vient nourrir une idée qui est très complexe à amener, surtout je pense si des enfants ou un jeune public le regardent, qui est le fait de accepter le fait de pas avoir réussi sa vie d'une certaine manière, j'ai envie de dire, ou même une très belle séquence sur le concept de la zone. Je pense que ça a parlé à Karel, connaissant son âme de gamer. Mais bref, au final, je conseille à tout le monde de voir Sol, bien évidemment. Pour moi, les Pixar sont jamais mauvais, il y en a juste des moins bons, et même là, il est pas moins bon, c'est moi qui ai des problèmes personnels avec ce film, et peut-être que je suis le seul et que je suis idiot de penser ça et que je me gourre complètement et j'attends la contre-critique. Mais bien qu'imparfait pour moi, voire un peu vain, il tend vraiment en tout cas à proposer une bouffée d'air frais pour un public qui cette année a été très angoissé, qui a été très malade et qui se sent vraiment pas bien. Et je pense qu'en fait c'est peut-être ça le plus important, que ce film permette de consoler les âmes. Merci beaucoup Cédric pour ta critique. Je me tourne vers vous, Charlie et Ariane. Ariane peut-être en premier. Je sais que Charlie, tu avais une remarque sur la portée universelle ou non du film. Mais d'abord, j'aimerais bien avoir vos avis globaux sur le film. Ariane peut-être ? J'ai beaucoup aimé. Je suis d'accord avec tous les points positifs énumérés par Cédric. Je suis d'accord avec certaines faiblesses qu'il a mises en avant. Pas toutes, mais je suis d'accord qu'effectivement, au niveau de la narration, il y a certaines faiblesses, quelques petits défauts. Pour moi, il ne reste pas moins que c'est vraiment un très bon et très beau film. Cédric avait raison de mettre une démonstration technique en avant. J'avais quelques craintes quand j'avais vu la BA sur un côté éventuellement un peu naïf, un petit côté, bon voilà, il faut savourer les petites choses de la vie, etc. Finalement, on a quand même un film qui va beaucoup plus loin notamment sur les thèmes qu'il interroge, et pour moi, c'est effectivement un bon cru Pixar. Et toi Charlie, bon cru Pixar ? Ouais, écoute, j'ai vu le film qu'aujourd'hui, donc c'est assez frais. Et je dois dire que j'étais vraiment enchanté, mais littéralement quoi. Ça a été la vraie bouffée d'air frais à laquelle je m'attendais pas du tout. Je m'attendais à un bon film parce que tout le monde en disait du bien, mais j'ai vraiment été transporté par le film. Et du coup, en entendant Cédric, c'est assez drôle parce que je suis au final assez d'accord avec la plupart de ses réserves. Mais en fait, je m'en fiche quoi, parce que j'ai passé tellement un bon moment. J'ai trouvé le film tellement intelligent, émotionnellement, et dans ses interrogations, que ça m'a vraiment transporté. Et je voulais rebondir du coup sur un des points que Cédric mettait en avant, qui était le problème d'universalité du film quand on est aussi ethnocentré dans le contexte, vu que le film se passe à New York. Et j'avoue que je suis pas vraiment d'accord. Je peux entendre cette critique-là, mais je trouve pas que ce soit gênant à partir du moment où déjà c'est quelque chose que Pixar a toujours fait et que globalement on retrouve toujours dans les dessins animés américains, mais c'est surtout que toute l'histoire tourne autour d'un personnage qui lui-même est ancré à New York, c'est un noir américain qui joue du jazz, et à partir de là, le fait que forcément, comme toute l'histoire est autour de est-ce qu'il va réussir à retrouver son corps, est-ce qu'il va réussir à aller à ce concert, forcément on reste très centré à cet endroit-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça a été remarqué, mais à la fin du film, à partir du moment où on a la possibilité de quitter cet ethnocentrage, on voit que le personnage de 22, en fait, elle va pas atterrir aux États-Unis. On voit l'Inde, on devine qu'elle va atterrir quelque part en Asie. Et je pense surtout que tout ce qui est mis en avant, Cédric disait que globalement, c'était des interrogations de personnes qui n'ont pas à réfléchir à ce qu'elle va manger le soir. Hein, en gros, oui. Ouais, on peut être d'accord avec ça, mais en même temps, moi, je trouve pas dans le sens où ce qui est mis en avant, au final, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. Ce qui revient, en fait, c'est le fait que tout le reste, tout ce qui est propre à une société occidentale qui est dans le confort, c'est justement ce qui pose problème. C'est pas là que tu retrouves l'essence de la vie et ce qui donne une raison de vivre. Et donc, à partir de là, je trouve que
à travers ce contexte très américain, ils arrivent à atteindre quelque chose d'universel et de très beau. En fait, c'est compliqué de parler. Bon, on est un peu rentré en zone spoiler vu que t'as amené la fin. Et effectivement, c'était un des trucs qui me gênait, que le film était. Mais c'est pas très grave. Moi, je préviens au cas où. Je pense qu'on peut dire qu'on va commencer à rentrer dans une zone spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film. En même temps, pourquoi vous nous écoutez si vous n'avez pas vu le film, allez voir tout de suite. C'est un ordre déjà. Vraiment, je veux vraiment mettre en avant le fait que je déteste pas le film. Je l'ai vu avec un bon plaisir. Je pourrais le revoir avec grand plaisir aussi. C'est moins problématique pour moi à revoir que par exemple, je sais pas, Cars 2 ou Rebelle, tu vois, qui sont des films que je peux revoir, mais en mettant les frais en l'air, là vraiment pas du tout. Mais pour répondre à ce que disait Charlie, quand je parlais d'ethnocentrisme, en fait, effectivement, tu as raison, à la fin, elle tombe en Inde ou en Asie, et je me suis dit, mais cette morale de vie, en fait, ça marche pas quand tu es un gamin de 10 ans qui doit teindre des blue jeans. Moi, je veux bien qu'on porte tous un message d'université d'où on vient, mais quand t'es dans la rue, quand tu es pauvre, quand ça ne marche pas, ces questions-là, tu ne te les poses pas ou pas spécialement, ou alors par un biais plus spirituel. Et quand je disais que Pixar avait jamais été dans ce côté ethnocentré, je vais prendre un autre exemple d'un autre film de Pete Docter, c'est Vice Versa. Vice Versa, on est dans un point de vue ethnocentré, si on va voir, parce que c'est une banlieue américaine, c'est des gens qui ont du pognon, c'est une gamine blanche, donc on peut se dire, ok, c'est un point de vue très anglais. Et en fait, ça traite des émotions. Et on en a tous des émotions. Et le film a l'intelligence de te montrer que les émotions ne sont pas que mues par l'enfant, et à la fin, t'as même une séquence où tu vois d'autres émotions, d'autres personnages. Le film, à la fin, tendait quand même l'idée que ce qui lui est arrivé à elle, on le vit tous. Même Coco. On peut dire Coco, c'est ethnocentré parce que c'est le jour des morts mexicain, et c'est très anglais sur une vision du monde des morts. Mais à côté, le point de vue émotionnel, c'est qu'est-ce que ça fait de perdre quelqu'un, et qu'est-ce que ça fait de se reconnecter avec les siens. Et ça, n'importe qui sur Terre peut le comprendre. Ce point de vue-là, je trouve que tout est résumé dans la scène avec le trader, en fait, où ils viennent sauver les espèces de hippies du sable, là. Ils viennent sauver un trader, en fait, et ils se disent... regarde, sa vie, il s'est enfermé dedans, dans la passion, dans machin, et l'idée est bonne, hein. Mais je trouve que le film, il parle plus aux gens qui font des burn-out ou à des gens qui sont pas heureux dans leur vie. Je parle pas pour vous deux, je vais pas me permettre de ça, mais en tout cas, moi, je sais que dans mes proches, tous ceux qui ont vraiment aimé le film, je sais que c'est ceux qui sont ou bien qui ont fait un burn-out, ou bien qui sont en burn-out, ou bien qui ne sont pas heureux dans leur vie actuellement parce que le travail ou la santé les engonce, quoi. Et je trouve que la limite du film se pose là, en fait. Je pense que, si ça va à peu près dans ta vie, ou au contraire, si ça va pas du tout, et que t'as d'autres questionnements que juste ton bien-être, on va dire, le bien-être de ton âme, le film, il glisse un peu sur le côté dans son message de fin, en fait. C'est dans ça que je voulais parler d'ethnocentrisme, et non pas forcément dans le fait que c'est un noir américain à New York. Le film aurait pu se passer à Paris ou à Tokyo, pour moi, le problème était le même, mais... J'ai peut-être une piste pour vous réconcilier. Enfin, voilà, on s'était laissé en fin de saison dernière sur une émission spéciale Pixar. L'un des axes de la discussion qu'on avait eu, c'était la question de la vocation. Dans tous les films de Pixar, comment est-ce qu'on traite c'est quoi être un jouet, c'est quoi être un champion pour Cars, c'est quoi être un cuisinier, et en gros, je pense que pris en tant que film Pixar, le film se pose plutôt la question sous l'angle de est-ce qu'on est sur Terre forcément pour accomplir quelque chose, et est-ce que vivre, c'est forcément avoir quelque chose à accomplir, ou est-ce que justement c'est parce que tu réussis à trouver un moteur dans ta vie que tu peux accomplir des choses. Tu vois, le film, je pense qu'il renverse le sujet dans ce sens-là, et à partir de ce moment-là, je vois ce que tu veux dire, Cédric, je pense malgré tout qu'il y a une dimension qui peut dépasser ça, qui peut dépasser ce que tu exposes. Je suis d'accord avec ça, mais vous m'enlèverez pas l'idée que quand on est un SDF par le temps qui court, regarder une feuille tomber n'a pas le même sens, en fait. C'est juste ça que je veux dire. Et quand t'as rien du tout et que tu dois survivre, la fonction de survie primale dépasse tout, en fait. J'attends vraiment que vous montrez un mec sans le sou ou un gamin pauvre dans une favelas qui vous tient le même discours, en fait, que le film vous donne. C'est juste ça, en fait, que moi je dis quand je parle d'universalité. Moi, je pense quand même que le film, il parle de la vie. À un moment, il parle pas de survie, en fait. Tout film qui a un message universel doit pas forcément prendre le point de vue des gens qui essayent juste de survivre, parce que on peut considérer que la vie, c'est pas ça, et qu'à partir de là, tu traites autre chose. Encore une fois, j'ai pas dit le contraire, hein. Je dis juste que Pixar n'angle jamais d'habitude ses films comme ça, et que c'est la première fois que je sens vraiment un angle qui est très ethnocentré, en fait. C'est juste ce que j'ai dit. Je nie pas les qualités du film, je nie même pas ce que vient de dire Karel, qui est très juste pour moi, qui est le fait que... mais Ariane va sûrement mieux le dire, mais qu'on n'est pas forcément là pour accomplir un but, quoi. Oui, effectivement, Ariane, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu. T'avais peut-être quelque chose à dire à ce sujet avant qu'on enchaîne sur une autre question d'universalité qui tend peut-être plus à parler de la typologie de public auquel le film s'adresse. Écoute, moi je les laissais se crêper le chignon tous les deux là. Je voulais rebondir sur la question de la vocation qui est effectivement un thème très important et même prépondérant de Saul, et qui est peut-être finalement le thème sur lequel il a du mal à répondre à toutes les questions qu'il soulève, et ce qui est pour moi un des défauts du film. Il est peut-être trop ambitieux sur ces questions-là. Il pose plein de questions. Il essaye d'avoir un discours anti-carriériste, anti-ambition, un peu compétition aussi, en tout cas à l'encontre d'un monde où on cherche à tout prix à se trouver pour bien vivre.
il pose ça, et tout en le posant, il a du mal à s'en affranchir parce qu'il n'arrive pas à aller au bout de cette idée. On a ces deux personnages, Joe et 22, qui sont à la recherche de l'étincelle de 22, le dernier élément pour parvenir à commencer sa vie sur Terre. Et ils sont persuadés que c'est une raison d'être. C'est vraiment une raison d'exister. Joe, il pense que la sienne, c'est la musique, que sa vie c'est la musique et que c'est pour ça qu'il a été mis sur Terre. Et 22, il cherche quelque chose comme ça. Et en fait, ils vont découvrir au cours du film, je suis désolée, je continue de spoiler un peu, on a commencé donc j'y vais, je déroule. Jerry leur explique au cours du film que en fait pas du tout. L'étincelle qu'ils cherchent depuis le début, c'est pas du tout une raison d'être, c'est en fait juste le fait d'être prêt à vivre. Et ça c'est un thème qui était super intéressant, qui essayait de creuser l'histoire de la vocation, et pas seulement à travers Joe et 22. D'ailleurs, il y a une des élèves de Joe dans le film, Connie, qui cherche, est-ce qu'elle fait du trombone, est-ce qu'elle laisse tomber, elle a un peu cette injonction-là, et elle lui dit, mec, moi j'ai 12 ans, donc j'en sais rien. Et ce personnage-là, il aidait aussi à creuser ce thème-là, et en fait, j'ai trouvé que c'était très intéressant, et en même temps, c'était un petit peu inabouti. En tout cas, on aurait pu aller plus loin sur ces questionnements-là. Déjà, pareil, dans les trucs qui, moi, me sortent un peu du film, le fait qu'on apprenne à Joe, qui doit être un mentor, normalement, qu'à la fin, le dernier truc à combler, c'était pas une passion, c'était la flamme de la vie. Je me dis, ouais, enfin, vous pouviez dire dès le début, en fait, c'est pas un quiz, hein. S'il doit remplir un boulot, expliquez-lui qu'il doit pas lui trouver une passion entre Babington et Cricket, quoi. Donc, ça me semble un peu bizarre, en fait, ce concept. Là, vous remarquez qu'on est quand même parti assez loin dans les nuances du sujet, et que tu poses la question du mentor aussi, c'est, par définition, le mentor, c'est un adulte qui transmet à un enfant, en tout cas, c'est comme ça que dans le film c'est présenté. Je vois pas un enfant transmettre à un autre enfant. Ce qui vient quand même poser une question autour de laquelle on gravite depuis une bonne dizaine de minutes, c'est à qui s'adresse ce film en fait? Parce que on a pas mal de gens déjà, j'ai fait ma petite enquête sur les internets, n'est-ce pas? Pas mal de gens, qui soient des jeunes parents, qui soient des enfants, qui sont un peu déboussolés par le film, à tel point que certaines personnes vont jusqu'à dire que c'est le premier Pixar pour adultes. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Alors si tes enquêtes c'est Twitter, je dis non, d'office, mais... Je pense pas que ce soit un Pixar pour adultes, déjà parce que je l'ai beaucoup aimé et que je suis une grande enfant, mais plus sérieusement parce que il faut pas non plus prendre nos enfants pour des cons, et deuxièmement parce que en fait ça pose plein de questions qui sont appropriées à leur âge et qui sont bien formulées, je trouve, notamment cette question de la raison d'être, cette espèce d'injonction qu'on a à se trouver. Et justement, en fait, c'est quand on est gamin et quand on est ado qu'on est dans cette espèce de période où on a l'impression qu'on est censé se définir par quelque chose, par une espèce de raison d'exister, un truc qui doit nous pousser à bouger, qui est plus qu'une passion, qui est vraiment le truc qui va définir notre existence. Et c'est une période qui est particulièrement incarnée par le personnage dont je parlais tout à l'heure, la Connie, qui tâtonne entre ces histoires de trombone, et par 22, du coup, qui a la même injonction, en fait, alors que Joe, pas du tout. C'est très intéressant d'avoir ce personnage de jeune âme qui est en train de se construire, et Joe qui est quadragénaire et qui a un peu chié sa vie, mais en même temps il a l'impression qu'il avait sa raison d'être, donc pas de souci. Mais est-ce qu'on sait ce qu'on va faire de sa vie quand on est môme? Est-ce qu'on sait comment on va se créer, comment on va se définir? Et ça c'est une grande question qui se pose dans ce film et qui, je pense, va parler à tous les enfants et à tous les adolescents qui sont à cette période-là de leur vie. Je suis totalement d'accord avec Ariane, d'autant plus que je trouve qu'une des grandes forces du film, et moi ce qui m'a beaucoup impressionné, en fait c'est la maîtrise narrative au niveau des émotions et du coup de la mise en scène par rapport à ces émotions-là, qui fonctionne parfaitement. Vraiment, dès la première minute du film, on se projette totalement dans le personnage, dans ce qu'il veut. Toute sa quête, elle fonctionne, on est totalement embarqué. Et à partir de là, en fait, tout fonctionne. Et les interrogations, comme le met en avant Ariane, elles peuvent toucher tout le monde. Alors c'est sûr qu'un enfant, en fonction de son âge, va pas en retirer la même chose, mais il va en retirer quelque chose, c'est certain. D'abord parce que effectivement, les enfants sont pas idiots, et surtout parce que tout fonctionne autour, l'image est belle, les blagues fonctionnent, la quête du personnage elle fonctionne, et donc à partir de là, pour moi, c'est comme toujours avec Pixar, un film qui peut être regardé par tous les âges et tout le monde peut s'y retrouver. Je mettrais quand même un bémol dans le sens que par rapport à d'autres Pixar, il a quand même des couleurs un peu plus ternes par moment, il a une mise en scène pas plus froide, mais un petit peu plus carré. Il y a quelque chose quand même de moins chaleureux, et je pense que des jeunes enfants, tu peux à la limite les placer devant un Coco, malgré les thèmes un peu durs. Je suis moins sûr qu'un jeune enfant, un pré-ado, un ado, oui, effectivement, à partir de 8-9 ans, tu vois, mais 6 ans par exemple, je pense pas que le gamin va comprendre exactement ce qui se passe, quoi. C'est vraiment mon avis personnel. Je me dis aussi que le film, je pense pas qu'il s'adresse aux adultes, clairement, je pense que comme d'hab, il s'adresse à tout le monde et à tous les âges. C'est la grande force de Pixar, hein, on l'a tous dit, c'est le pluridiscours, mais peut-être que là, vu la thématique, il y a une espèce de sobriété, on va dire, il y a quelque chose quand même de moins fou visuellement. C'est moins pop, voilà. Plus exactement, c'est un peu moins pop, et je pense que des jeunes enfants, ils vont avoir peut-être plus de mal à rester devant. Il y a moins de fantaisie. Ouais, mais même, tu vois, par exemple, les éléments comiques de 22, la moitié viennent de personnages référencés.
Quand t'as 6 ans, tu sais pas Oui, qui c'est oui, Carl ça, Jung, c'est tu vois. clair. Tu sais pas Ça, qui c'est c'est clair. Mohamed Ali. Il y a des gags qui ne marcheront pas vraiment, en fait, mine de rien. Il y a des références qui ne feront pas mouche, alors que d'habitude, Pixar est quand même assez bon aussi pour ça, pour pas trop références. Là, par exemple, il y a quand même beaucoup de références, je me dis... Ok, c'est bizarre, mais vu que Tina Fey a écrit les répliques, je pense que ça vient d'elle, en fait, aussi, une partie de ce truc, peut-être. Mais en tout cas, je vous rejoins quand même complètement dedans, quoi. On tombe quand même relativement d'accord sur le fait que c'est un film qui a beaucoup d'ambition, va chercher très loin, qui pousse très loin son sujet, peut-être un peu trop loin pour son propre bien, à vous écouter. Néanmoins, bon, on vous le recommande quand même. Ah bah oui, absolument. Je préfère redire une dernière fois au cas où, parce que ça peut me retomber dessus. Je n'ai pas détesté. J'aime vraiment le film. Non, mais... hein. C'est vraiment... Mais je sais que c'est compliqué de nos jours de nuancer les choses et que pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Mais on peut aimer quelque chose et quand même avoir des reproches dans une partie de la structure, quoi. C'est humain, j'ai envie de dire. Excusez-moi, je ne suis pas complet. Je me compléterai en trouvant une autre flamme. Merci à vous pour vos interventions. On va redescendre sur Terre tout doucement. Vous pouvez évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Twitch et Discord. Avez-vous vu Saul? L'avez-vous apprécié? Avez-vous eu quelques réserves? Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je peux pas m'empêcher, avant de refermer ce numéro, effectivement, Cédric, tu l'as placé dans ta critique, d'adresser quand même de formuler un regret, c'est de pas avoir pu découvrir ce film au cinéma, d'autant que sa mise en scène joue sur des scènes de pénombre dont on profiterait à mon avis à 100% que dans une salle de cinéma. Alors, j'en ai pas parlé, mais je l'ai quand même vu sur un vidéoprojecteur. Donc c'était un grand écran, plus qu'un écran d'ordi. Donc j'ai quand même un peu profité du spectacle. C'est pour ça que j'en ai pas fait un point trop négatif dans ma critique personnelle. Mais typiquement Disney Plus sur la PlayStation, c'est pas les conditions optimales. On est d'accord. Voilà. Ah oui, en revanche, vrai bémol, je l'ai pas regardé sur Disney+. J'ai commencé Disney+, ça ramait, ça saccadait, les sous-titres étaient mal mis, et c'était des sous-titres que pour malentendants. J'ai vu sur, comme je vous l'ai dit, sur vidéoprojecteur, et c'est vraiment pas quali du tout. C'est encodé avec le cul, et j'ai pas de problème avec ça, mais quand j'ai le nom de la personne qui parle, alors que je la vois parler, ça me dérange dans ma lecture du film, et même le contraste des couleurs ne marche pas trop tout le temps, quoi. Donc c'est dommage. Il y a eu beaucoup de soucis d'audio-description aussi, les gens pensaient qu'il y avait un vrai commentaire alors que c'était l'audio-description qui tournait pendant le film. Ah ouais. Très bien, bon, on parlera plus largement de Disney Plus en d'autres temps, d'autres lieux. Merci à vous pour vos impressions sur Saul. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur Twitter, YouTube, Twitch et Discord. Retrouvez-nous très bientôt. On vous souhaite un très bon début d'année 2021. On espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Faites attention à vous, c'est la meilleure façon de faire attention aux gens autour de vous. On vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt. Salut! Ciao. À plus. Prenez soin de vous.